de l'histoire militaire, et l'on a tendance à oublier les petits miracles d'ingénierie qui l'ont rendu possible. Hannibal et son armée continuèrent leur progression jusqu'au pied des Alpes. À l'approche de l'hiver, les troupes étaient affamées et épuisées. Durant l'ascension, elles rencontrèrent un autre obstacle apparemment insurmontable, un aplomb rocheux. Les ingénieurs d'Hannibal conçurent un plan qui permettrait aux troupes non pas de le franchir, mais de le traverser. Le stratagème inventé pour traverser les Alpes a sans aucun doute choqué les Romains. Personne ne pensait qu'une armée avec des éléphants puisse y parvenir. Et même si les Alpes ont semblé infranchissables par endroits, l'idée de briser la roche pour creuser un passage afin de faire traverser des pachydermes était brillante. Comment Hannibal a-t-il pu faire franchir ce roc insurmontable à ses hommes et ses animaux? Selon l'historien romain Tite-Live, il a mis au point avec ses ingénieurs un plan qui allait littéralement déplacer les montagnes. Ils ont taillé d'énormes crevasses dans le roc, puis l'ont couvert avec des arbres abattus dans la forêt. Quand le vent s'est levé, ils y ont mis le feu. Ils ont versé du vinaigre sur la roche embrasée, ce qui a achevé de la rendre friable. Les soldats n'avaient plus qu'à la fracasser avec des outils en acier. Que faisait Hannibal dans les Alpes avec tout ce vinaigre? Si l'histoire dit vrai, et nous l'espérons, sinon comment a-t-il fait? Ça en dit long sur le génie de ce brillant général. En tout cas, après toute cette neige, la vue des plaines du nord de l'Italie a dû être une bénédiction. Le 2 août 216 avant Jésus-Christ, dans le sud de l'Italie, Hannibal fit face aux forces romaines commandées par Terentius Varon dans un conflit décisif qui allait sceller le destin de ces deux empires. Le jour se levait quand Hannibal prit la tête d'une armée de 50 000 hommes, renforcée par l'engagement de mercenaires, pour affronter les 90 000 Romains de Varon. Varon décida d'essayer d'écraser son adversaire et frappa au cœur du dispositif d'Hannibal, ce qui s'avéra une erreur fatale. Anticipant la stratégie de Varon, Hannibal ordonna à sa cavalerie d'encercler les rangs romains par l'arrière. Hannibal connaissait parfaitement le raisonnement de ses adversaires et il a été capable de les piéger en les attirant au centre de son dispositif. Complètement encerclés, les Romains furent massacrés sur place. Seuls 3500 d'entre eux réussirent à s'enfuir. 10 000 furent faits prisonniers et 70 000 moururent sur le champ de bataille. La bataille de Cannes est la plus grande défaite jamais infligée à l'armée romaine. Il faut attendre la Première Guerre mondiale pour retrouver un massacre d'une telle ampleur. Cette bataille était un chef-d'œuvre de stratégie militaire. Mais Hannibal ne sut pas exploiter ses différentes victoires. Il enchaîna les combats pendant 13 ans, assiégeant Rome et les villes environnantes en vain. Il était victorieux sur les champs de bataille, mais ne disposait pas d'armes efficaces pour prendre la capitale romaine. En 204 avant Jésus-Christ, Rome prit l'offensive et lança une attaque contre Carthage. Hannibal regagna sa patrie pour en organiser la défense. En 204 avant notre ère, Scipion l'Africain, qui avait déjà battu les Carthaginois en Espagne, a convaincu Rome d'oublier Hannibal et d'attaquer Carthage directement. Hannibal a été rappelé pour défendre la ville. Ces deux poids lourds se sont rencontrés. On ignore ce qu'ils se sont dit. En 202 avant notre ère, ils se sont de nouveau rencontrés lors de la bataille de Zama. Hannibal, vaincu, a dû se rendre à un ennemi qu'il avait passé sa vie à combattre. Il n'a pas réussi à exaucer le vœu de son père. Il a été exilé loin de Carthage et des années plus tard, près de l'actuelle Turquie, il s'est suicidé.
La défaite de Carthage à la fin de la Deuxième Guerre punique force l'Empire à se soumettre une fois de plus aux conditions romaines. Ils sont forcés de se rendre en 202 avant Jésus-Christ. Les Romains leur imposent des accords de paix drastiques selon lesquels ils doivent verser de lourdes indemnités. Les Carthaginois perdent aussi leur possession d'outre-mer et leur territoire est désormais confiné aux terres autour de Carthage. Enfin, le traité prévoit que Carthage ne puisse faire aucune guerre, même défensive, sans l'accord de Rome. Carthage ayant été dépossédée de sa puissance militaire, l'armée romaine pouvait désormais commencer sa conquête effrénée du monde antique. Et sa première cible allait être Carthage, la cité meurtrie. Mais elle était protégée par les plus solides fortifications de l'Antiquité. 150 avant Jésus-Christ, Caton l'Ancien, arrière-grand-père de Caton le Jeune qui s'opposa à l'ambition de Jules César, parcourt les salles du Sénat d'un air préoccupé. Il n'a qu'un nom à l'esprit, Carthage. Caton n'était que trop conscient de la position stratégique de Carthage. Il savait qu'aussi longtemps que c'était une place forte indépendante, elle était trop proche de la Sicile et de l'Italie pour qu'on la laisse intervenir dans le commerce maritime ou maintenir une présence militaire. Il voulait la rayer de la carte. La Numidie voisine, jadis alliée de Carthage, commence à empiéter sur le territoire de cette dernière. Carthage se sent obligé de se défendre. Mais il y a un problème. Depuis la Deuxième Guerre punique, elle s'est engagée à ne faire aucune guerre sans l'accord de Rome. Rome envoie donc une mission diplomatique pour arbitrer le différend entre la Numidie et Carthage. L'un des membres de cette mission est Caton. Quand il voit la prospérité qu'a retrouvée la ville depuis la Deuxième Guerre punique, il rentre à Rome et invective les sénateurs, affirmant que cette prospérité signifie que Carthage sera aux portes de Rome dans un avenir proche. Que ses discours portent sur les routes, la politique, les impôts, Caton les termine toujours par « Ceterum censeo Carthaginem delendam esse », qui signifie « En outre, je pense que Carthage doit être détruite ». Se sentant menacé et privé de l'aide de Rome, Carthage prend les armes. Rome envoie une armée et demande aux Carthaginois d'abandonner la ville. Ils refusent et c'est le début de la Troisième Guerre punique. Mais Rome a un problème car à l'époque, les plus solides fortifications de l'Antiquité sont les murailles qui entourent Carthage. Aujourd'hui, le temps a réduit la forteresse à ses fondations, mais en 149 avant Jésus-Christ, ces murs de protection représentaient le dernier espoir de la ville. C'était un système de murailles en 3 parties, avec un énorme mur d'enceinte en pierre. Il était très étendu et on le pensait à l'épreuve de tout. Ces fortifications étaient extraordinaires et les Carthaginois les croyaient imprenables. Elles avaient une circonférence de 37 km et étaient agencées de façon à assurer une protection maximale à la cité. Venait d'abord un fossé, puis un remblai, où était en faction une première ligne de soldats capables de se retirer rapidement devant un assaut majeur. Il y avait ensuite un deuxième mur en pierre qui dominait les défenses extérieures. Derrière ce deuxième mur se trouvait un troisième mur encore plus impénétrable d'une hauteur de 14 mètres sur 9 mètres d'épaisseur. Du haut de 15 tours espacées de 180 mètres, les guetteurs montaient la garde. Ces fortifications abritaient une partie de l'armée carthaginoise, dont 20 000 hommes, 300 éléphants, prêts à toute attaque. Le système de murailles entourant Carthage en faisait la citadelle la mieux protégée de toute la Méditerranée, voire du monde. Et elle allait relever son plus grand défi face aux Romains, sous la houlette du légendaire général carthaginois, Hasdrubal. Le chef de l'armée carthaginoise lors de la Troisième Guerre punique est Hasdrubal. Il est responsable des représailles contre les Numides et c'est lui qui va organiser la résistance. Tandis que les légions romaines envahissent la ville, les Carthaginois se dépêchent de construire une nouvelle force défensive.
Les femmes ont coupé leurs cheveux afin qu'on en fasse d'épais cordages destinés à équiper les catapultes. On a vidé les prisons. Les vieillards se sont portés volontaires pour défendre leur cité. Des forgerons qui n'exerçaient plus depuis 20 ans ont repris du service. Ils se sont réarmés avec une détermination qu'on ne retrouve que lors du siège de Stalingrad par les Allemands. En 2 mois de travail acharné, ils produisirent 6 000 boucliers, 18 000 épées, 30 000 lances, 120 navires et 60 000 projectiles pour catapultes. En dépit de l'arsenal que Carthage avait rassemblé, il lui fallait compter avec les très nombreuses troupes envoyées par Rome. La ville était seule face à son destin. Rome ou ses alliés contrôlaient toute la Méditerranée. Aucune colonie n'était en position de lui résister. Carthage était livrée à elle-même. La ville se retrancha derrière ses immenses fortifications, espérant contre toute attente que ces murs allaient repousser l'invasion romaine imminente. Carthage a tenu l'ennemi à distance pendant 3 ans. Quand les Romains ont finalement pénétré dans la place, il leur a fallu 7 jours pour parvenir en haut de la citadelle, traversant la cité au pas de course. Le siège romain eut raison de la cité. Finalement, bien qu'aucune brèche ne fût ouverte dans l'immense muraille, les Romains parvinrent à escalader le mur longeant le bord de mer. Dans la ville, les combats continuèrent rue après rue. Il ne restait que quelques francs-tireurs carthaginois, mais ils étaient si redoutables que le général Scipion Émilien donna l'ordre d'incendier la ville et de la raser. Des milliers de Carthaginois furent brûlés vifs dans le brasier. C'était un déluge de feu. Ça a dû être infernal pour les habitants. Les gens tentaient de s'enfuir. Au cours de son siège et de sa chute, Carthage fut décimée. Sa population passa de 500 000 à 50 000 personnes. Les survivants furent vendus comme esclaves et exilés à jamais. En 146 avant Jésus-Christ, en seulement 17 jours, Carthage fut détruite par les flammes. La même année, Rome rasa Corinthe, s'empara de la Grèce et du jour au lendemain fit de la Méditerranée son lac privé. Carthage renaîtra, mais cette fois, elle sera reconstruite par Rome, qui a édifié ce fantastique amphithéâtre ici à El Djem. Au IIIe siècle de notre ère, Carthage retrouva sa prospérité de port commercial. L'esprit et la voix de Didon, d'Anon le navigateur, d'Asdrubal, d'Hamilcar et d'Hannibal continuèrent de hanter ces murs indéniablement romains, suppliant qu'on se souvienne d'eux pour les remarquables réalisations de leur civilisation. Dans les ruines de Carthage, c'était Peter Weller.